Nous savons déjà que si deux ondes sont en décalage d'un nombre entier de longueurs d'onde, elles vont interférer constructivement. À cet endroit, il y aura donc un point lumineux. Nous savons également que si deux ondes lumineuses sont en décalage d'un nombre demi-entier de longueur d'onde, alors elles interfèrent destructivement et nous observons une zone sombre. Ces notions d'interférence nous ont amené à comprendre l'expérience de Young, c'est-à-dire on fait passer de la lumière cohérente à travers deux fentes fines et nous observons les alternances entre des zones brillantes et des zones sombres. Il restait à répondre à une question qui était la suivante: pourquoi l'intensité diminue-t-elle lorsqu'on s'éloigne du centre? Lorsqu'on fait passer de la lumière à travers une fente fine, verticale, on observe une figure de diffraction sur l'écran, c'est-à-dire une figure horizontale avec une succession de points lumineux et de points sombres. De même, si on fait passer cette même lumière à travers un trou, on observe une figure de diffraction à l'écran qui est une succession de cercles lumineux et sombres concentriques. La diffraction, c'est la déviation de la direction de propagation d'une onde due à un obstacle, par exemple une fente ou un trou. L'obstacle peut être plein ou peut être vide, comme un trou. Nous observerons les mêmes résultats. En optique géométrique, on considère que si une onde arrive sur un trou, cette lumière va être stoppée par les obstacles et va continuer là où le chemin est accessible, mais toujours en ligne droite. De même, si elle rencontre un obstacle, on considère que l'onde va continuer sa propagation en ligne droite là où c'est possible. Malheureusement, si on réduit la largeur du trou, ou si on réduit la taille de l'obstacle, alors ceci n'est plus vrai. Lorsque la longueur d'onde de la lumière est du même ordre de grandeur que la taille de l'obstacle ou que la largeur de la fente, alors dans ce cas, l'optique géométrique n'est plus valable. Il faut parler en termes d'optique ondulatoire. En effet, puisque la diffraction est une déviation de la direction de propagation de la lumière due à un obstacle, si la largeur d'une fente est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de la lumière, alors dans ce cas, on voit que après l'ouverture, l'onde devient quasi circulaire. Et plus la fente a une largeur petite, et plus cet effet est accentué, c'est-à-dire que si on obtient un obstacle ou une fente très petite par rapport à la longueur d'onde de la lumière, alors après cet obstacle ou après cette fente, la lumière produit des ondes quasiment circulaires. Si on considère ici une fente, une lumière arrivant sur cette fente, on voit que ensuite elle se propage comme des ondes circulaires. Et donc les fronts d'onde diffractés sont pratiquement circulaires. On peut, dans la vie de tous les jours, comprendre ce phénomène de diffraction. En effet, prenons deux personnes, A et B. Ces personnes peuvent voir leur environnement, elles peuvent également entendre les sons qui sont émis. Entre ces deux personnes, une cloison qui est percée par une porte. La personne B ne peut pas voir la personne A. En effet, la longueur d'onde de la lumière étant très petite par rapport à la largeur de la porte, on peut supposer que la lumière se propage en ligne droite, même à travers l'ouverture. C'est une approximation de l'optique géométrique. Et on observera dans ce cas pas de diffraction. Par contre, la personne B peut entendre la personne A si elle parle. En effet, la longueur d'onde des ondes sonores est de l'ordre de grandeur de la largeur de la porte. Le son émis par la personne A est diffracté par la porte, puisque la longueur d'onde est du même ordre de grandeur que la fente, qui est symbolisée ici par la porte. C'est-à-dire que le son va se propager dans toutes les directions après avoir passé la porte. Et ainsi, la personne B peut entendre la personne A par diffraction. La diffraction est donc un phénomène qui s'applique aussi bien à la lumière, mais à tous les types d'ondes. Pour comprendre d'où viennent les ondes circulaires après l'obstacle, il faut se rappeler le principe d'Huygens, qui stipule que chacun des points d'un front d'onde agit comme une source de petites ondes secondaires. Et donc, s'il y a déviation, il y a des interférences possibles entre ces différentes ondes émises par ces petites sources d'ondes secondaires.
Si cette interférence est constructive, on aura des points lumineux sur un écran. Par contre, si elles sont destructives, on aura des zones sombres. On peut montrer ici le principe de Jens, où nous avons une fente, dans laquelle passe de la lumière. Pour l'instant, nous avons considéré qu'il n'y a qu'une seule source ponctuelle qui symbolise cette fente. Par contre, si on divise cette fente par un certain nombre de sources secondaires, on voit que chacune de ces sources va émettre des ondes circulaires, et donc ces ondes circulaires pourront interférer entre elles de façon constructive ou destructive. Ce phénomène est visible dans la nature. Nous sommes ici au Portugal, à São Martinho do Porto, où l'on voit les vagues se diffracter par l'ouverture du port. On remarque au départ des fronts d'ondes qui sont rectilignes, et après le passage de l'entrée du port, on voit que ces fronts d'ondes deviennent circulaires. Autre phénomène, lorsqu'on observe les étoiles par un télescope. En effet, dans un télescope, on sait que il existe un miroir parabolique, appelé miroir primaire, et un miroir plan, dit miroir secondaire. Ce miroir secondaire est tenu par un support. Ce support va créer de la diffraction avec la lumière perçue par le télescope. C'est ainsi que lorsqu'on observe les étoiles au télescope, on observe des figures en forme de croix, qui sont dues au support du télescope. De même, nous voyons ici en dessous à droite le même paysage. Le premier, avec une vue traditionnelle, par une vitre d'un chalet. Et si maintenant on place un fin rideau devant la vitre de ce chalet, on observe des figures d'interférence. En effet, les mailles du tissu vont servir d'obstacle à la lumière, et donc chaque fil va introduire une figure de diffraction. Analysons maintenant ce qu'il se passe théoriquement lorsqu'on fait passer une lumière par une fente. Considérons une source cohérente, une lumière laser par exemple, qui passe à travers une fente de largeur A. On sait que sur l'écran se formera une figure d'interférence avec une succession de taches sombres et de taches lumineuses. On va s'intéresser à l'angle θ pour lequel il y a une interférence destructive, c'est-à-dire une zone sombre. Il faut alors que les ondes émises par la fente interfèrent destructivement. Cela n'est possible que si les ondes des sources s'annulent 2 à 2. En effet, en reprenant le principe de Jens, on peut très bien séparer la fente en une multitude de petites sources secondaires. Nous avons ici décidé de diviser cette fente par 14 sources secondaires. Pour qu'il y ait interférence destructive à l'angle θ d'observation, il faut que les ondes interfèrent 2 à 2. Il suffirait qu'une seule onde n'interfère pas avec une autre destructivement pour voir un point lumineux. Donc il faut dans ce cas, par exemple, que l'onde issue de la source 1 interfère destructivement avec la source numéro 8. De même, la source numéro 2 va interférer avec la source numéro 9, et ainsi de suite. On peut montrer que chaque source secondaire va interférer destructivement avec une autre source secondaire. On sait que, dans ce cas, le décalage, c'est-à-dire la différence de marche, doit être égal à un nombre demi-entier de longueur d'onde. On voit dans l'exemple choisi ici que la source numéro 1 et la source numéro 8 produisent des ondes dont la différence de marche est de lambda demi. Elles interfèrent donc destructivement. Considérons cet exemple avec une fente de largeur A et observons ce qu'il se passe à l'angle θ, c'est-à-dire l'angle où il y a une interférence destructive. Dans ce cas, on sait que si on coupe la fente en deux, on va de ce fait avoir deux sources d'ondes destructives. On va donc limiter notre étude sur une demi-largeur de fente. On observe, en prenant le triangle rouge, que le sinus de l'angle θ est égal à la différence de marche divisée par la demi-largeur de la fente, c'est-à-dire delta divisé par 1 demi A. Dans ce cas, delta est égal à A demi sinus θ, et on sait également qu'il y aura interférence destructive si la différence de marche est égale à un nombre demi-entier de longueur d'onde. C'est-à-dire que dans ce cas, il faut que delta soit égal à un nombre demi-entier de longueur d'onde, et donc il suffit que A sinus θ soit égal à m fois lambda, m étant un nombre entier, non nul,
qui peut être égal donc à plus ou moins 1, plus ou moins 2, et ainsi de suite, sauf 0. De même, si on considère maintenant l'expérience au sens plus large, θ, c'est aussi un angle qui sera égal à la position du point d'observation, y, divisé par la distance entre l'écran et la fente. Pour ce faire, nous avons considéré l'approximation des petits angles en considérant que si θ est petit, alors il est approximativement égal à sa tangente, qui est donc égale au côté opposé sur le côté adjacent. Ceci signifie que y est donc égal à L fois θ. Et comme θ est un petit angle, on peut l'approximer à sinus θ. Et donc on peut dire que y est approximativement égal à L fois sinus θ. Or, on a vu dans le slide précédent qu'il y avait interférence destructive si A sinus θ était égal à M fois lambda. Et donc, ainsi, on observera une absence de point lumineux à une distance y du point central si y est égal à L fois M fois lambda divisé par A. Si la fente a une largeur beaucoup plus grande que la longueur d'onde, alors y tend vers 0. C'est-à-dire que dans ce cas, la fente est éclairée normalement. L'optique géométrique peut être tout à fait acceptée dans ce cadre-là. Par contre, si on obtient une valeur de A qui est proche de la longueur d'onde, alors dans ce cas, la valeur de Y augmente et donc la tâche s'élargit. Si on observe l'intensité lumineuse en fonction de la position par rapport à l'écran, on va toujours considérer que la position 0, c'est la position du pic central. On sait qu'il y aura une extinction si y est égal à L fois M fois lambda divisé par A. C'est ce qu'on vient de démontrer. On sait que la première extinction en haut sera valable pour M égale 1, puisque M est un nombre entier, égal à plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, donc la première extinction viendra pour M égale 1. Si on considère maintenant la première extinction en bas, c'est-à-dire en dessous de la tâche centrale, on doit prendre M égale à moins 1. Et donc dans ce cas, on obtient des positions pour ces deux tâches noires qui sont égales à L fois lambda divisé par A pour la tâche supérieure, la tâche sombre supérieure, et moins L fois lambda divisé par A pour la tâche sombre inférieure à la tâche centrale lumineuse. Et donc ça veut dire que la largeur du pic central sera donc égale à 2 fois L fois lambda divisé par A. Ainsi, grâce à la figure de diffraction, on peut obtenir une information sur la dimension de la fente. Par exemple, si l'on fait passer un rayon lumineux dont on connaît la longueur d'onde sur un cheveu, on peut déterminer l'épaisseur du cheveu. En effet, il suffit de mesurer la largeur du pic central, de connaître la distance entre le cheveu et l'écran, de connaître la longueur d'onde de la lumière, et ainsi on peut déterminer A, qui sera donc l'épaisseur du cheveu par exemple. On peut faire de même pour déterminer la taille d'un globule rouge ou de tout autre objet microscopique. On peut également montrer, mais cela dépasse largement le cadre de ce cours, que l'intensité de la figure de diffraction est donnée par la loi suivante. L'intensité I est égale à l'intensité initiale fois le sinus au carré de n phi demi divisé par phi demi au carré. Où I0 c'est l'intensité pour θ égale à 0, donc l'intensité de la tâche centrale. N c'est le nombre de fentes. Jusqu'à présent on a considéré une fente, mais on pourrait avoir 2 ou 3 ou 4 fentes. Et A est la largeur de la fente. Et on sait que phi c'est le déphasage qui est égal à 2pi A sinus θ divisé par lambda. En effet, on sait que dans ce cas, la différence de marche est égale à A fois sinus θ. Observons une figure de diffraction pour une seule fente. Dans ce cas, on voit qu'il y a bien une tâche centrale dont l'intensité ici a été normalisée à 1, et nous avons une succession de tâches lumineuses secondaires dont l'intensité varie énormément. On peut voir que si on modifie la longueur d'onde, donc si la longueur d'onde augmente, on voit que la tâche centrale s'élargit et donc que les tâches lumineuses secondaires s'éloignent. Si maintenant on augmente la largeur de la fente, c'est-à-dire que si on prend une fente de plus en plus large, on voit que dans ce cas,
le pic se rétrécit. En effet, le phénomène de diffraction va progressivement disparaître jusqu'à avoir une figure en optique géométrique classique, c'est-à-dire un seul point lumineux, puisque lorsque la fente a une largeur beaucoup plus grande que la longueur d'onde, dans ce cas, on revient à l'expression de l'optique géométrique et donc on observera un seul point sur l'écran. Alors pour répondre à la question de départ qui était mais pourquoi dans le cas des fentes de Young on observait des franges lumineuses de moins en moins intenses plus on s'éloignait du centre de l'écran? Eh bien en effet si on prend par exemple deux fentes comme ceci, on a toujours une figure de diffraction qui est due à la largeur de la fente. Si on considère maintenant l'interférence de ces deux fentes, on obtient un signal comme ceci, c'est-à-dire des pics d'intensité lumineuse. Si maintenant on tient compte de la largeur de la fente, c'est-à-dire de la diffraction, on doit faire une convolution de ces deux signaux, c'est-à-dire on doit tenir compte à la fois de la diffraction et de l'interférence, et dans ce cas, on obtient alors un signal comme celui-ci, c'est-à-dire un signal qui sera très intense au centre de l'écran, et puisque la fente a une certaine largeur, elle va créer une figure de diffraction qui va créer une modulation de l'amplitude des signaux d'interférence.